le vent, leur parvenaient les effluves légers mais âpres du sable brûlant. Eric pointa du doigt. « Regardez la cité, elle est là en bas !» Encore essoufflés par leur course folle à travers les arbres, ils écarquillèrent les yeux. La cité était effectivement en vue. Jamais ils ne l'avaient vue de si près. Les terriens n'avaient pas le droit d'approcher les grandes cités martiennes, cœur battant de la vie sur la planète rouge. Même en temps ordinaire, quand aucune guerre ne menaçait, les Martiens s'ingéniaient à tenir les terriens à l'écart de leur citadelle, par peur, mais surtout à cause de l'hostilité innée qu'ils ressentaient envers ces visiteurs à peau blanche, dotés d'un esprit d'entreprise qui leur avait valu le respect et l'inimitié de tout le système solaire. « Comment la trouvez-vous » demanda Eric à ses compagnons. La cité était immense, beaucoup plus vaste qu'il ne se l'était imaginé à partir des dessins et maquettes scrupuleusement étudiés à New York dans les bureaux du ministère de la Guerre. Immense et austère avec ses tours noires qui s'élevaient à l'assaut du ciel, ses flèches étonnamment fines, forgées dans un métal ancien et qui résistaient au soleil et au vent depuis des siècles. Elle était entourée d'un mur de pierre rouge, énormes briques acheminées et assemblées par les esclaves des anciennes dynasties martiennes sous la férule des premiers grands rois de Mars. Une cité brûlée par le soleil, dressée depuis la nuit des temps au beau milieu d'une plaine déserte bordée d'arbres morts, une cité que peu de terriens avaient eu l'occasion d'apercevoir, mais qu'on étudiait sur les cartes et atlas de tous les états-majors terriens. La cité qui abritait, sous ses tours et ses pierres archaïques, l'assemblée régnante, le conseil des grands Leiters, ces personnages tout de noir vêtus qui administraient la planète d'une main de fer. Les grands Leiters, 12 hommes fanatiques et dévoués à la cause martienne, 12 prêtres noirs armés de baguettes incendiaires, de détecteurs de mensonges, de fusées interplanétaires, de canons spatiaux et autres engins sur lesquels le Sénat terrien ne pouvait qu'émettre des hypothèses. Les grands Leiters et leurs subordonnés, les Leiters de province, Eric et ses deux compagnons ne purent réprimer un frisson. « Il faut être prudent, » reprit-il. « Nous allons bientôt nous introduire parmi eux. S'ils découvrent qui nous sommes ou pourquoi nous sommes là. » Il fit sauter le fermoir de sa mallette et jeta un coup d'œil à l'intérieur, puis il la referma et agrippa la poignée d'une main ferme. « Allons-y, » fit-il en se relevant sans hâte. « Venez là, tous les deux, que je vois si vous avez bien l'air de ce que vous êtes censés être. » Mara et Yann firent aussitôt un pas en avant. Eric les observa d'un œil critique, tandis que tous trois descendaient à pas mesurés vers la plaine et haute flèche noire de la cité. « Yann, tiens-lui la main. N'oublie pas que tu vas l'épouser, c'est ta fiancée et les paysans martiens sont toujours très fiers de leur future femme. » Yann avait revêtu le pantalon court et la veste des fermiers de la planète rouge avec une corde à nœud autour de la taille et un chapeau pour se protéger du soleil. Sa peau assombrie par un colorant avait presque la couleur du bronze. « Tu es parfait !» lui dit Eric avant de reporter son regard sur Mara. Celle-ci avait rassemblé sa chevelure noire en un chignon maintenu par un os de youk évidé. Elle aussi avait le visage bruni et de surcroît souligné de traits verts et oranges dessinés au moyen d'un pigment cérémoniel. Des boucles d'oreilles pendaient à ses lobes. Chaussée de petites sandales en peau de perruque, lacées autour de ses chevilles, elle portait l'ample culotte translucide des femmes martiennes, retenue à la taille par une ceinture de couleur vive. Entre ses seins menus reposait un collier de pierre fine, porte-bonheur, en vue de son mariage, tout proche. « Bien, » fit Eric. Lui-même portait la toge flottante des prêtres martiens, une de ces robes maculées qu'ils étaient censés garder sur eux toute leur vie et avec lesquelles on devait les ensevelir. « Je crois qu'on n'aura pas de problème avec les gardes. Devrait y avoir pas mal de circulation sur la route. » Ils continuèrent ainsi, le sable dur crissant sous leurs pas. À l'horizon, on distinguait de petits points mobiles, des gens qui, comme eux, se dirigeaient vers la cité, fermiers, paysans et marchands, apportant au marché leurs récoltes et autres produits. « Regardez cette charrette !» s'exclama Mara. Ils approchaient d'un chemin étroit, deux ornières que les années avaient creusées dans le sable. La charrette était tirée par un Ufa martien, à la langue pendante et aux vastes flancs trempés de sueur. S'y entassaient d'innombrables ballots d'étoffes rustiques, teintes à la main. Un fermier à dos voûté pressait le Ufa d'avancer. Et là,
La jeune femme tendit un doigt, sourire aux lèvres. Un groupe de marchands montés sur des créatures courtes sur pattes avançait derrière la charrette, des martiens vêtus de longues robes, le visage protégé du sable par des masques. Chaque animal transportait également un lourd paquetage solidement fixé à l'aide d'une corde. À la suite des marchands cheminait d'un pas pesant une procession sans fin de paysans, de fermiers, parfois juchés sur des chariots ou des animaux, mais le plus souvent à pied. Les trois amis se joignirent au cortège, juste derrière les marchands. Personne ne les remarqua. Pas le moindre regard, pas le moindre signe. La file continua d'avancer, comme si de rien n'était. Yann et Mara n'échangèrent pas un seul mot. Ils marchaient quelques pas derrière Eric, qui affichait une certaine dignité, un port de tête qui seyait à sa condition. À un moment, il ralentit et leva un doigt vers le ciel. « Regardez !» marmonna-t-il dans le dialecte martien des collines. « Vous voyez ça ?» Deux points noirs traçaient des cercles paresseux dans les airs, une patrouille martienne. L'armée était constamment à l'affût du moindre signe d'activité inhabituelle. La guerre était sur le point d'éclater avec la Terre. Cela pouvait se produire d'un jour à l'autre, peut-être même d'un moment à l'autre. « Juste à temps, » dit Eric. « Demain, il sera trop tard. Le dernier vaisseau aura quitté Mars. » « J'espère que nous ne rencontrerons pas d'obstacles, » commenta Mara. « Je tiens à rentrer chez moi dès que ce sera fini. » Une demi-heure passa. Ils approchaient de la cité. Le mur d'enceinte semblait de plus en plus haut jusqu'à masquer le ciel. Un mur immense, fait de pierres éternelles qui subissaient depuis des siècles les outrages du soleil et du vent. Un groupe de soldats martiens se tenait à l'entrée du seul passage taillé à même le rocher menant à l'intérieur de la cité. Chaque personne qui se présentait faisait l'objet d'une inspection en règle, vêtements et paquetages. Eric se tendit. Le cortège avait ralenti, presque au point de s'immobiliser. « Ce sera bientôt notre tour », souffla-t-il. « Tenez-vous prêts. » « Espérons qu'il n'y aura pas de Leiters, » fit Yann. « Avec les soldats, on risque beaucoup moins. » Mara leva les yeux vers le mur et les tours qui le surplombaient. Sous ses pieds, le sol vibrait et frémissait. Des langues de feu s'échappaient des tours, montant des usines et des forges souterraines alimentant la cité. L'atmosphère était chargée de particules de suie. Mara s'essuya la bouche et toussa. Eric déclara à voix basse. « Ils arrivent !» Les marchands qui les précédaient venaient d'être fouillés, puis autorisés à franchir l'obscur passage qui s'ouvrait dans le mur de la citadelle. Déjà, ils disparaissaient à l'intérieur des remparts, accompagnés de leurs animaux silencieux. Le chef de brigade fit un geste impatient à l'adresse d'Erickson. « Avancez, dépêchez-vous, vieil homme !» Eric approcha lentement, les bras serrés autour de lui, les yeux baissés. « Qui êtes-vous et que venez-vous faire ici ?» interrogea le soldat, les mains sur les hanches. Son pistolet se balançait mollement à sa ceinture. La plupart des autres étaient paresseusement adossés au mur, parfois même accroupis à l'ombre. L'un d'eux s'était endormi, son fusil posé par terre à côté de lui et des mouches lui parcouraient le visage. « Ce que je viens faire ?» marmonna Eric. « Je suis un prêtre du village. »« Et pourquoi voulez-vous entrer dans la cité ?»« Je dois conduire ces deux-là devant le juge afin qu'ils se marient. » Il désigna Yann et Mara, restés un peu à l'écart. « Telle est la loi édictée par les Leiters. » Le soldat rit, puis tourna autour d'Eric. « Et qu'avez-vous dans votre sac ?»« Du linge. Nous restons pour la nuit. »« De quel village venez-vous ?»« Kranos. »« Kranos ?» s'étonna le soldat en se retournant vers son camarade. « Tu as déjà entendu ce nom ? Une porcherie peuplée d'attardés. J'y suis passé une fois lors d'une partie de chasse. » Le chef des soldats fit un signe de tête à Yann et Mara, qui s'avancèrent serrés l'un contre l'autre, les mains jointes. L'un des soldats posa sa patte sur l'épaule nue de Mara et la fit pivoter sur place. « Jolie petite femme que vous prenez là, tout ça me paraît bien ferme et bien appétissant, » déclara-t-il, sourire et clin d'œil et grillard à l'appui. Yann lui lança un regard lourd de ressentiment, ce qui déclencha l'hilarité des soldats. « Allez-y, » dit le chef à Eric. « Vous pouvez passer. »
Erickson sortit une petite bourse de sa soutane et donna une pièce aux soldats. 2-3 pénétrèrent dans l'obscur tunnel qui formait l'entrée de la ville sous les remparts de pierre. Ils étaient dans l'enceinte de la cité. « Maintenant, » souffla Eric, « il faut faire vite. » Tout autour d'eux grondait et crépitait la cité, dont les 1000 machines et cheminées d'évacuation faisaient trembler les pierres sous leurs pieds. Eric entraîna Mara et Yann dans un coin, près d'une série d'entrepôts. Partout, des gens allaient et venaient avec précipitation, en hurlant pour dominer le vacarme général, marchands, colporteurs, soldats, prostituées. Eric sortit de sa mallette 3 petites bobines de fil métallique. Yann et Mara en prirent chacun une et Eric enfouit la 3e sous sa robe avant de refermer la mallette. « N'oubliez pas, il faut enterrer les bobines de telle façon que le réseau passe par le centre de la cité. Il s'agit d'enfermer dans un triangle la zone principale, celle qui compte la plus grande concentration de bâtiments. Rappelez-vous les cartes. Repérez soigneusement les rues et les ruelles. Ne parlez aux gens que si vous ne pouvez l'éviter. Vous avez sur vous assez d'argent martien pour graisser quelques pattes en cas de problème. Méfiez-vous particulièrement des voleurs à la tire et pour l'amour du ciel, ne vous perdez pas. » Eric s'interrompit. Dans l'ombre du mur d'enceinte approchaient nonchalamment 2 Leiters en uniforme noir, les mains derrière le dos. Apercevant les 3 comparses dans leur recoin, ils s'arrêtèrent. « Allez-y, » amena Eric, « et soyez de retour au coucher de soleil. » Son visage se fendit d'un sourire sans joie, ou jamais. Ils s'éloignèrent rapidement, chacun dans une direction différente et sans se retourner. Les Leiters se les regardèrent partir. « La petite fiancée était tout à fait charmante, » fit l'un. « Ces gens des collines portent dans leur sang le sceau de la noblesse, héritage des temps anciens. Ce jeune paysan qui va la posséder ne connaît pas sa chance. » Renchérit l'autre. Ils passèrent leur chemin, suivis des yeux par Eric, dont les lèvres dessinaient encore un léger sourire. Il finit par se joindre à la foule grouillante qui s'affairait sans relâche dans les rues de la cité. Au crépuscule, ils se retrouvèrent à l'entrée de la citadelle. Le soleil n'allait pas tarder à se coucher et l'air du soir, froid et piquant, transperçait les habits comme 1000 couteaux. Toute frissonnante, Mara se blottit contre Yann et frictionna ses bras nus. « Alors, fit Eric, ça a marché pour vous ?» Autour d'eux, le tunnel déversait un flot de paysans et de marchands qui, en route pour rejoindre leur ferme ou leur village, entamaient le long voyage à travers la plaine, puis les collines au-delà. Personne ne fit attention à la jeune fille grelottante, au jeune homme et au vieux prêtre qui se tenait près du mur. « La mienne est en place, » répondit Yann, « à l'autre bout de la cité, à l'extrême limite, enfouie près du puits. La mienne est dans la zone industrielle, » souffla Mara en claquant des dents. « Yann, donne-moi quelque chose à me mettre sur les épaules, je suis frigorifié. »« Parfait, » déclara Eric. « Donc, si nos plans sont exacts, les 3 bobines devraient converger en plein centre-ville. » Il leva les yeux vers le ciel assombri. Déjà les étoiles apparaissaient. 2 points lumineux se dirigeaient lentement vers l'horizon, la patrouille du soir. Dépêchons-nous, il ne nous reste guère de temps. Ils se mêlèrent à la file de martiens quittant la cité. Derrière eux, les contours de celle-ci se perdaient dans les tons sombres de la nuit et les flèches noires des tours disparaissaient dans les ténèbres. Ils marchèrent en silence, anonymes parmi la foule des paysans, jusqu'à ce que se dessine au loin la même petite crête couronnée d'arbres morts. Ils quittèrent alors la route pour obliquer vers le bosquet. C'est presque l'heure. Erickson allongea le pas en jetant un regard impatient à Yann et Mara. « Allez, dépêchons !» Ils accélèrent l'allure à la lueur du crépuscule et butant sur les rochers et les branches mortes, atteignirent enfin le sommet de la crête. Là, Eric s'arrêta et les poings sur les hanches contempla l'endroit d'où il venait. « Regardez bien !» fit-il à voix basse. « La cité, c'est la dernière fois que nous la voyons de cette façon-là. »« Je peux m'asseoir ?» implora Mara. « Mes pieds me font mal. » Yann tira Eric par la manche. « Ne nous attardons pas, il ne reste plus beaucoup de temps. » Un petit rire nerveux. « Si tout se passe bien, nous aurons largement le temps de profiter de ce spectacle. »« Mais ce ne sera plus pareil, » rétorqua doucement Eric, qui s'accroupit et ouvrit sa mallette.
Il en sortit un ensemble de tubes et de fils qu'il assembla sur place, au sommet de la crête. Entre ses mains expertes naquit bientôt une petite pyramide de fils et de matière plastique. Puis il poussa un grognement et se releva. « Je suis prêt. » Est-il pointé directement sur la cité ? Demanda Mara d'un ton angoissé, le regard rivé à la pyramide. Oui, conformément à... Il s'interrompit et se raidit brusquement. Arrière, c'est maintenant, vite! Yann dévala le flanc de la colline opposée à la cité en entraînant Mara avec lui. Eric les rattrapa peu après, non sans avoir jeté un dernier regard aux tours lointaines qui se fondaient presque dans le ciel nocturne. À terre! Yann se jeta à plat ventre, aussitôt imité par Mara, qui pressa contre lui son corps tremblant. Eric se laissa tomber sur le sable et les branches mortes, puis, curieux, se redressa légèrement. « Je veux voir ça !» murmura-t-il. « Il faut que je voie de mes yeux ce miracle !» Un éclair, une aveuglante explosion de lumière violette embrasa le ciel. Eric plaqua ses mains sur ses yeux, la lueur vira au blanc, pris de l'expansion. Soudain retentit un grondement assourdissant, une furieuse rafale de vent brûlant l'obligea à s'aplatir dans le sable. Le souffle sec vint les lécher de sa langue de feu, enflamma les branchages éparses dans un concert de crépitements. Serrés l'un contre l'autre, Mara et Yann gardaient les yeux fermés. « Mon Dieu !» gémit Eric. Enfin, la tempête s'apaisa. Lentement, ils rouvrirent les yeux. Le ciel était encore illuminé par un nuage d'étincelles qui se dissipait peu à peu dans la brise nocturne. Eric se leva en titubant, puis aida Yann et Mara à se remettre debout. Ils restèrent un moment à contempler sans un mot la vaste plaine obscure qui s'étendait devant eux. La cité n'était plus là. Enfin, Eric se détourna. Le plus gros est fait. Maintenant, passons à la suite. Yann, donne-moi un coup de main. D'une minute à l'autre, on va voir débarquer un millier d'aéropatrouilleurs. En voilà un déjà, fit Mara, en tendant le doigt. Un point lumineux clignotait dans le ciel et se déplaçait à grande vitesse. « Eric, ils arrivent !» Dans sa voix perçait un frémissement de terreur glacée. « J'ai vu !» Eric et Yann s'accroupirent autour de la pyramide qu'ils se mirent à détruire méthodiquement. Ces différents composants s'étaient agglomérés pour former un bloc ayant l'aspect du verre fondu. Les doigts tremblants, Eric dégagea des restes de la pyramide un objet qu'il leva à hauteur de ses yeux pour tenter d'en distinguer les détails dans la pénombre. Yann et Mara se rapprochèrent et, retenant leur souffle, le regardèrent intensément. « La voilà !» fit Eric. « Regardez !» Dans sa main brillait une petite sphère, un globe de verre translucide à l'intérieur duquel bougeait quelque chose de minuscule et de délicat. Des flèches microscopiques presque invisibles à l'œil nu, une trame complexe flottant dans le vide à l'intérieur de la sphère. Un écheveau de flèches, une ville. Eric rangea le globe dans la mallette qu'il referma d'un coup sec. « Allons-y, fit-il. » Ils s'enfoncèrent au pas de course sous les arbres, refaisant en sens inverse le chemin par lequel ils étaient venus. Nous nous changerons dans la voiture. Mieux vaut garder ces vêtements tant que nous risquons de rencontrer quelqu'un. J'ai hâte de retrouver mes propres habits, dit Yann. Je me sens ridicule avec ces culottes courtes. Et moi, Octamara, comment je me sens à ton avis? Je me gèle là-dedans. Je n'ai presque rien sur le dos. Toutes les femmes fiancées martiennes s'habillent ainsi, répliqua Eric en serrant plus fort la poignée de la mallette. Moi, je trouve ça très joli. Merci, dit Mara. Mais ça ne tient pas chaud. Qu'est-ce qu'ils vont croire, à ton avis? Demanda Yann à Eric. Que la cité a été détruite, non? C'est même certain. Oui, ils vont en conclure que la cité a été soufflée par une explosion. On peut compter là-dessus, et nous avons drôlement intérêt à ce qu'ils en soient persuadés. La voiture devait être là, non? Fit Mara en ralentissant l'allure. Non, plus loin, dit Eric, de l'autre côté de cette colline, là-bas, dans la ravine près des arbres, pas facile à repérer. On pourrait allumer une torche, suggéra Yann. Non, il peut y avoir des patrouilles dans le... Il s'arrêta brusquement, imité par Yann et Mara. Qu'est-ce que... commença Mara. Une lueur apparut, quelque chose bougea dans l'ombre, un bruit. Vite, murmura Eric d'une voix rauque.
Il se laissa tomber à terre et d'un même mouvement expédia la mallette loin de lui, dans les buissons. Puis il se redressa tendu comme un ressort. Une silhouette mouvante se profila dans les ténèbres, bientôt suivie par d'autres, des hommes, des soldats en tenue. La lueur se fit soudain aveuglante. Eric dut fermer les yeux. Le faisceau se dirigea ensuite vers Mara et Yann, qui se tenaient main dans la main, immobiles et muets. Puis la lumière tomba au sol et dessina alentour un cercle tremblotant. Un grand Leiter, tout de noir vêtu, fit un pas en avant, talonné par ses soldats prêts à tirer. « Hé, vous trois, qui êtes-vous? Ne bougez pas, restez où vous êtes. » Il vint se planter devant Eric et fixa sur lui un regard soutenu. Son dur visage de martien était dépourvu de toute expression. Puis il se mit à tourner autour de lui en examinant sa robe et ses manches. « S'il vous plaît, » commença Eric d'une voix chevrotante, mais le Leiter lui coupa la parole. « C'est moi qui parle ici. Qui êtes-vous, tous les trois? Que faites-vous ici? Parlez. » « Nous retournons au village, » marmonna Eric en baissant les yeux, les mains jointes. « Nous venons de la cité et nous rentrions chez nous. » Un des soldats se mit à parler dans un micro, puis coupa la communication et rangea l'appareil. « Suivez-nous, » fit le Leiter. « On vous embarque, allez. » « Mais où allons-nous à la cité ?» Un soldat partit d'un grand rire. « Il n'y a plus de cité. Tout ce qu'il en reste tiendrait dans la paume d'une main. »« Mais que se passe-t-il » demanda Mara. « Personne ne le sait. Allez, pressons. » Un bruit de pas précipité. Un soldat surgit de l'ombre. « Un grand Leiter » annonça-t-il. « Il vient par ici. » Sur quoi il disparut. « Un grand Leiter » Les soldats se mirent respectueusement au garde-à-vous. Le personnage, un vieillard habillé de noir, ne tarda pas à apparaître. Un profil coriace et hâve, lui donnant des airs d'oiseau de proie, des yeux vifs et perçants qui se posèrent sur Eric, puis sur Yann. « Qui sont ces gens ?» questionna-t-il. « Des villageois. Ils rentrent chez eux. »« Non, c'est impossible. Ils n'en ont guère l'allure. Les villageois ne se tiennent pas aussi droit. Le jeûne, la nourriture trop pauvre. Ces gens ne sont pas des villageois. Je viens moi-même des collines. Je sais de quoi je parle. » Sur ces mots, il vint regarder Eric droit dans les yeux. « Qui êtes-vous? Allons, ce menton n'a jamais été rasé par une pierre affûtée. Il y a quelque chose de louche. » Dans sa main brilla fugitivement une baguette incendiaire. « La cité s'est volatilisée et avec elle la moitié au moins du conseil des Leiters, dans des circonstances très étranges. Un éclair puis une vague de chaleur et une rafale de vent. Mais il ne s'agissait pas de fission nucléaire. Je ne m'explique pas que la cité ait pu ainsi disparaître d'un coup, ne laissant derrière elle qu'un creux dans le sable. On les embarque, » dit le premier Leiter. « Soldats, encerclez-les et assurez-vous que... » « Sauvez-vous » cria Eric en faisant brusquement sauter la baguette incendiaire des mains du grand Leiter. Aussitôt, ce fut le branle-bas de combat. Les soldats criaient en agitant leurs torches en tous sens et en se cognant les uns aux autres dans l'obscurité. Eric se laissa tomber à quatre pattes et détala à tâtons dans les broussailles. Ses doigts se refermèrent sur la poignée de la mallette et, se relevant d'un bond, il cria en terrien « Mara, Yann, vite, à la voiture, courez !» Il s'élança vers le bas de la pente en trébuchant dans le noir. Il entendait derrière lui les soldats le poursuivre, en perdant de temps en temps l'équilibre. Quelqu'un le heurta, et il se débattit furieusement. Un sifflement s'éleva dans son dos et un morceau de pente s'embrasa, la baguette du Leiter. « Eric !» hurla Mara, quelque part dans les ténèbres. Il se précipita vers elle, glissa, buta contre un rocher. L'agitation et les coups de feu continuaient de plus belle. Tout à coup retentit un bruit de voix excitée. « Eric, c'est toi ?» Yann l'agrippa et l'aida à se relever. « La voiture est par là. Où est Mara ?»« Ici !» répondit la voix de la jeune femme. « Près de la voiture !» Un éclair fusa. Un arbre prit feu d'un seul coup et Eric reçut une gifle brûlante en plein visage. Flanqué de Yann, il courut vers Mara qui trouva sa main dans le noir. « Vite, à la voiture, s'ils n'y sont pas déjà !» Il se laissa glisser dans la ravine et, toujours cramponné à sa mallette, se mit à tâtonner fébrilement jusqu'à ce que ses doigts rencontrent quelque chose de froid, de lisse, du métal, une poignée de portière métallique. Une vague de soulagement le submergea.
Ça y est, je l'ai trouvé. Yann, monte vite. Mara, viens. Il poussa Yann dans la voiture, mince et agile. Mara se glissa à sa suite en se collant contre lui. « Arrêtez !» clama une voix au-dessus d'eux. « Inutile de vous cacher dans le ravin. On vous aura de toute façon. Sortez de là et... » Les voix furent bientôt noyées par le rugissement du moteur. Quelques secondes plus tard, la voiture s'élevait rapidement dans les airs, brisant au passage la plus haute branche des arbres, au gré des embardées qu'Eric imprimait à son véhicule pour éviter les pales très lumineux qui montaient vers eux, ultime salve rageuse émanant des deux Leiters et de leurs soldats. La voiture dépassa les cimes et se leva encore, gagnant de la vitesse à chaque seconde et laissant loin sous elle le petit groupe de Martiens. « Cap sur Marsport », dit Yann à Eric. « C'est bien ça ?»« Oui », fit Eric. « Nous allons atterrir à l'écart de la piste dans les collines. Là, nous enfilerons nos vêtements habituels, nos tenues de représentants. Bon sang, espérons que nous y serons à temps pour embarquer. » Sur le dernier vaisseau, soupira Mara. « Et sinon ?» Eric baissa les yeux sur la mallette en cuir posée sur ses genoux. « Nous y serons, il le faut. » Un long silence s'installa à la table. Thatcher avait les yeux rivés sur Erickson. Appuyé contre le dossier de son fauteuil, ce dernier sirotait sa boisson. Mara et Yann ne disaient rien. « Alors, vous n'avez pas détruit la cité ? C'est tout autre chose. Vous l'avez miniaturisé et placé dans un globe en verre. Un presse-papier. Et vous voilà redevenu simple voyageur de commerce avec une mallette pleine d'échantillons de fournitures de bureau. » Erickson sourit. Il sortit de l'attaché caisse le presse-papier sphérique qu'il éleva à hauteur de ses yeux. « Oui, nous avons volé leur cité aux Martiens. C'est la raison pour laquelle nous avons échappé au détecteur de mensonges. Nous ne savions rien de la destruction de la cité. Mais pourquoi ? Pourquoi voler une ville ? Pourquoi ne pas la bombarder tout simplement ? Pour demander une rançon, fit Mara avec ferveur en fixant sur l'intérieur de la sphère ses yeux noirs et brillants. La plus grande cité, la moitié du conseil, et tout cela dans la main d'Erickson. Mars devra désormais se plier au désir de la Terre, poursuivit Erickson, qui pourra faire aboutir ses exigences commerciales. Il se peut même que la guerre n'éclate pas, et que nous nous en tirions sans combattre. Toujours souriant, Erickson remit la sphère dans la mallette et rabattit le couvercle. « Quelle histoire !» s'exclama Thatcher. « Quel procédé étonnant que cette miniaturisation ! Une ville entière réduite à des dimensions microscopiques, vraiment stupéfiant. Pas étonnant que vous ayez réussi à vous échapper avec une audace pareille. Qui pouvait espérer vous arrêter ?» Il baissa les yeux sur la mallette posée sur le sol. Sous leurs pieds, les réacteurs vrombissaient sans à-coups à mesure que le vaisseau fendait l'espace vers la lointaine Terra. « Il nous reste encore un bout de chemin à faire, » dit Yann. « Maintenant que vous avez entendu notre histoire, Thatcher, pourquoi ne pas nous raconter la vôtre ? Dans quelle branche êtes-vous ? » ?»« Oui, » insista Mara, « dites-nous ce que vous faites. » »« Ma foi, si vous insistez, » répondit Thatcher, « je vais vous montrer. » Il passa sa main sous sa veste et en sortit un objet effilé qui émettait une lueur palpitante. Une baguette, incendiaire. Les trois comparses la regardèrent bouche bée, choqués, au bord de la nausée, ils accusèrent lentement le coup. Calme, Thatcher pointait négligemment la baguette sur Erickson. « Nous savions que vous étiez à bord. Nous n'en avons pas douté un seul instant, mais ce que nous ignorions, c'est ce qu'il était advenu de la cité. Mon hypothèse personnelle était qu'on ne l'avait pas détruite, qu'il lui était arrivé bien autre chose. Les instruments de mesure dont dispose le Conseil ont enregistré dans la zone concernée une soudaine déperdition de masse rigoureusement égale à celle de la cité. D'une façon ou d'une autre, la cité avait dû être escamotée, non détruite. Mais je n'ai pas réussi à en convaincre les autres Leiters du Conseil. Il fallait donc que je vous suive seul. Thatcher pivota légèrement sur son siège
et adressa un signe de tête aux hommes assis au bar qui se levèrent aussitôt et s'approchèrent de la table. Très intéressant ce procédé. Mars saura en tirer grand profit. Il est même possible que cela renverse la situation en notre faveur. Je compte bien m'attaquer au problème dès mon retour à Marsport. Et maintenant, si vous voulez bien me passer cette mallette. La crypte de cristal est une nouvelle de Philippe Cadic, extraite du recueil Derrière la porte, aux éditions de Noël. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Ansel.